Bonjour et bienvenue au Forum européen de bioéthique pour cette 11e édition que nous avons commencé hier soir avec un entretien passionnant avec le professeur Delfrécy, entretien que vous pouvez revoir sur le site internet du Forum. Aujourd'hui, nous commençons une première table ronde sur l'histoire des épidémies. Pour animer cette table ronde, Aurélien Benwalid, à qui je passe tout de suite la parole. Bonjour, bienvenue à tous qui nous suivez sur Internet et les réseaux sociaux. Alors oui, aujourd'hui, on commence ce nouveau cycle du Forum européen de bioéthique par l'histoire des épidémies. Alors, dans un monde où la science et la technique évoluent à toute vitesse, eh bien, il pourrait être intéressant, voire même vital, de convoquer ou de se réapproprier certaines disciplines plutôt appartenant au champ des sciences humaines, telles que l'histoire, ou sa petite sœur romanesque, la littérature, pour éclairer d'un jour nouveau ce contexte épidémique. C'est vrai qu'on trouve dans les textes littéraires de quoi se plonger dans la réalité quotidienne de ce qu'étaient les épidémies à l'époque et de ce qu'elles peuvent être également aujourd'hui. Moi, à titre personnel, je pense avoir davantage appris sur les épidémies dans les livres d'histoire et dans les grands romans classiques que sur les bancs de l'université de médecine. C'est probablement à travers l'histoire et la littérature qu'on a la meilleure porte d'entrée pour se rendre compte au quotidien de la difficulté de ce que peut être et de ce que vivent les gens qui sont en pleine pandémie. C'est pour ça que, pour en parler ce matin, nous avons invité 3 personnes que je vais vous présenter tout de suite pour en parler. Et puis si vous aviez quand même juste encore un doute sur l'utilité de l'histoire pour la bonne compréhension du contexte actuel, j'aimerais juste vous citer un tweet qui date du 18 décembre 2020, et qui a été publié par Jack Posobiec. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, son pédigré, c'est un activiste politique américain qui est suprémaciste, antisémite et très notoirement conspirationniste. Alors je vous le lis en anglais, mais je vous fais la traduction juste après. What if instead of vaccine, we just were able to get exposed to a weak version of the virus that enabled us to build the antibodies we need to fight the real thing. Alors, je vous le traduis pour ceux qui ne sont pas parfaitement anglophones, vous avez remarqué que je ne le suis pas non plus. Et si, au lieu d'utiliser un vaccin, nous étions simplement capables d'exposer le corps de l'individu à une version affaiblie du virus, comme ça nous pourrions fabriquer nous-mêmes des anticorps. Alors, c'est tout ça pour vous dire que si effectivement ce suprémaciste américain avait eu des cours d'histoire, de sciences, voire même de sciences tout court à l'école, il pourrait se rendre compte que le long cheminement intellectuel qu'il a fait pour en arriver à ce tweet magique, eh bien en fait c'était la réflexion qui a mené Pasteur et puis bien d'autres aussi à élaborer justement les vaccins. Donc tout ça pour vous dire que probablement qu'au-delà de la science et de ces aspects très techniques qui sont parfois très peu abordables dans le contexte actuel, eh bien se pencher sur l'histoire des sciences, sur l'histoire des épidémies, sur l'histoire des vaccins, c'est probablement le meilleur moyen de se faire une idée assez claire de ce qui s'est passé et de ce qui se passe également aujourd'hui. Donc ce matin, pour vous présenter les différents orateurs, il va y avoir Anne-Marie Moulin, qui est directrice de recherche émérite à l'UMR Sphère, c'est CNRS Paris 7. Vincent Barras, qui est professeur de médecine, historien de la médecine et directeur de l'Institut des humanités en médecine à Lausanne. Et Anne Rasmussen, qui est historienne, directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, EHESS. Pour commencer cet entretien, je vais tout d'abord donner la parole à Anne-Marie Moulin. Nous vous écoutons. Alors, je remets mes écouteurs. Alors. On va, pour des raisons techniques, on va commencer d'abord par écouter Anne Rasmussen. Voilà, excusez-moi. Oui. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez donc? Oui, on vous entend très bien.
Alors, donc j'entame la séance. Donc, vous nous avez demandé de réfléchir à l'histoire des épidémies, et je voulais peut-être commencer en disant quelques mots sur le pourquoi de cette histoire, dans la mesure où on sait qu'il est illusoire de chercher dans l'histoire des leçons à appliquer au présent, et sans doute encore plus à l'avenir, parce que l'histoire n'est pas un livre de recettes pour agir. Et donc la comparaison du présent avec les épidémies du passé est délicate. Alors, elle est délicate d'abord parce que les épidémies ne sont pas des invariants. Ce ne sont pas des invariants biologiques, parce que le vivant est pris dans les lois de l'évolution, parce que le virus est nouveau, parce que les pathologies sont nouvelles. Il n'y a pas d'invariant du rapport de l'homme à l'animal. Il y a des transformations des écosystèmes. Il y a la manière dont l'homme habite son environnement n'est pas invariante non plus. Donc tout cela change dans le temps. D'autre part, on peut dire que une épidémie ne se réduit pas à un face-à-face de l'homme avec un virus ou un microbe. Entrent en jeu bien d'autres considérations sociales, culturelles, symboliques, religieuses, si bien que les épidémies ne sont pas non plus des invariants anthropologiques. On peut dire que les épidémies sont irréductiblement situées dans un lieu, à un moment donné, dans un cadre social, dans un système de représentation. Et à différentes époques, ce ne sont pas les mêmes réalités organiques, ce ne sont pas les mêmes vecteurs à l'œuvre dans la circulation épidémique. On peut penser à la mondialisation et à l'accélération de la circulation des pathologies depuis la révolution industrielle par étapes. L'accélération des transports fait que, là aussi, ce sont des données qui ont changé. Il n'y a pas le même état des connaissances scientifiques. Elles ne mobilisent pas les mêmes institutions, pas les mêmes valeurs. Elles engagent des dimensions comportementales, psychologiques. Elles touchent aux affects et à leurs effets sociaux. Et on sait que les sociétés réagissent de manière différente à différentes époques. Les peurs, les croyances, les défiances, la stigmatisation ne sont pas les mêmes. Alors tout ça pour vous dire que il n'y a pas d'invariant, et c'est pour autant est-ce qu'on peut en faire vraiment une histoire? Alors est-ce que ça a un sens de comparer, de rapporter un événement, celui que nous vivons aujourd'hui, la pandémie de Covid, à d'autres pandémies du passé? Alors bien sûr, en tant qu'historienne, je pense que ça a un sens, je répondrai oui, et peut-être plutôt que d'en faire l'histoire, il me semble qu'il est important de saisir l'historicité de ces phénomènes. Historicité, c'est un terme peut-être un peu savant pour dire en fait la manière qu'à chaque époque, chaque société, chaque individu de penser le rapport au temps. Et il me semble qu'on pourrait souligner 3 éléments qui rendent compte de cette historicité. Alors, premièrement, je voudrais souligner d'abord que le présent est façonné, le présent que nous vivons, il est façonné par des traces, par l'héritage du passé. Le présent, il est ce que le passé en a fait, et il accomplit toutes les virtualités qui sont des résultantes du passé. Ainsi, la pandémie de Covid est enserrée dans toutes sortes de discours qui lui donnent du sens, des interprétations, des grilles de lecture qui s'inscrivent dans une histoire et dans une mémoire. De ce point de vue, c'est sans doute le cadrage historique qui est fourni par les pandémies grippales qui a constitué le principal répertoire d'interprétation de ce que nous vivons. Par exemple, le président de la République, lorsqu'il a fait sa première allocution solennelle le 12 mars sur la pandémie de Covid, eh bien, il a souligné que l'événement, je le cite, l'événement qui affecte tous les continents et frappe tous les pays européens est la plus grave crise sanitaire qu'ait connue la France depuis un siècle.
Alors, depuis un siècle, il n'a échappé à personne que c'était une mention historique qui renvoyait à la pandémie de grippe espagnole qui a balayé le monde en 1918. Et on peut dire que dans la presse médicale, les infectiologues, les épidémiologistes ont souvent mobilisé la référence à la grippe espagnole. Et la grippe, et les pandémies suivantes d'ailleurs aussi, grippe asiatique, grippe de Hong Kong, ont fourni des modèles, des outils, des questions pour chercher des solutions à la crise du coronavirus, tant dans le domaine épidémiologique que médical que sanitaire. Et il me semble que cet héritage du passé contribue à façonner le présent. Par exemple, pour la grippe, il est sûr, on l'a répété ces jours-ci dans les médias, que l'actuelle campagne de vaccination en France a été très influencée par la campagne de vaccination contre la grippe H1N1 de 2009. Et elle-même, cette campagne de 2009, elle avait été conçue notamment en se fondant sur la crainte qu'inspirait en 2009 le souvenir très effrayant, par la mortalité considérable qu'elle avait engendrée, de la grippe espagnole de 1918. Donc ça, c'était le premier point, c'est l'héritage du passé et la manière dont il a de façonner l'événement. Deuxième point sur cette historicité, c'est qu'il me semble que le regard historique sur les épidémies du passé confère de l'intelligibilité à l'épidémie que nous vivons aujourd'hui. Ça lui donne du sens. Et ce sens est nourri par les comparaisons, les analogies. Et de ce point de vue, les épidémies du passé offrent des expériences, un répertoire d'expériences qui aident à comprendre les situations contemporaines. Et alors, c'est d'autant plus vrai que nous avons été frappés sans doute par la nouveauté de ce qui nous arrive. C'est la sidération qu'évoquait hier le professeur Delfraissy. Et sans doute que nous pensions, pour la plupart d'entre nous, et en particulier dans nos pays occidentaux, en partie délivrés d'un certain nombre de maladies infectieuses, eh bien nous pensions que ces grandes catastrophes devant lesquelles l'humanité se trouve démunie relevaient d'époques anciennes, d'époques révolues, et peut-être d'autres régions du monde. Et donc on a été sidérés et on voit combien on a mobilisé la sémantique de la nouveauté. La première fois, le sans précédent, c'est la première fois dans l'histoire donc là on voyait bien la puissance de ces commencements, la nouveauté du virus, les premières scientifiques héroïques, comme l'élaboration si rapide du vaccin ARN, le caractère sans précédent d'un certain nombre d'échelles, du confinement, de la médiatisation de l'événement. Mais en même temps, la crise actionne des ressorts de longue durée. Alors, de longue durée, parce qu'il y a des enjeux anthropologiques, par exemple la confrontation des individus et des familles à la mort brutale des proches, c'est un effet de très longue durée. Le recours à des systèmes de croyances ou de connaissances pour interpréter la crise. Ce sont aussi des enjeux sociopolitiques. Les débats, par exemple, sur l'opposition entre raisons sanitaires et raisons économiques fonctionnaient à plein au XIXe siècle pour le choléra, sur la restriction des libertés publiques, sur l'impact des mesures de prévention, sur les inégalités territoriales et sociales face à l'épidémie. Tout cela fait appel à des ressorts qui existaient dans la longue durée. Je vais prendre un seul exemple. Aujourd'hui, on voit une multiplication de plaintes pénales qui visent les ministres en exercice et qui les accusent d'avoir mal géré l'épidémie de Covid-19. Et il me semble que cela peut être réinséré dans une histoire longue de la quête des responsabilités au fléau. Au Moyen-Âge, on accusait les Juifs empoisonneurs de puits, puis les étrangers semeurs de peste. Sous la monarchie de Juillet, au moment du choléra, on a cherché la responsabilité des médecins qui profitaient, disait-on, de l'aubaine du marché du choléra. Mais on a aussi mis en accusation les gouvernants
qui était accusé de faillir dans l'épidémie colérique de 1832. Et donc, ça c'est ce qu'a bien analysé par exemple Jean Delumeau dans son La peur en Occident, et bien comment finalement nommer des coupables a toujours tendu à ramener l'inexplicable de ce que l'on vivait à un processus compréhensible et de ce fait rassurant. Donc là, il me semble qu'on est dans un processus de longue durée. Et très rapidement, un dernier point de cette historicité, c'est qu'il me semble que la discipline histoire aide à penser pas seulement le passé, mais le temps, le changement. C'est ce que disait le grand historien Marc Bloch. L'historien veut saisir le changement. Saisir un phénomène dans le temps. Et moi, je suis assez frappée du fait que depuis le début de la pandémie actuelle, il me semble que nous avons collectivement beaucoup de mal à penser ce qui arrive dans le temps, dans le changement, et comprendre que la situation à l'instant T que nous vivons est différente de celle de l'instant T-1, que l'information, que la connaissance du virus, que les réponses thérapeutiques, que les options politiques dont on dispose changent dans le temps. Et par exemple, il me semble qu'une bonne partie du complotisme se fonde sur, qu'on met beaucoup en cause, se fonde sur cette atemporalité, sur un certain déni d'une vision, d'un processus, d'un changement de la situation. Donc cette épidémie qui change en permanence dans le temps, et alors que les complotistes présument en général que sciemment on a caché des choses qu'on savait déjà auparavant, mais qu'on a tues ou délibérément qu'on a ignorées. Voilà, je m'arrête là pour dire que tous ces éléments me semblent évidemment constituer plutôt un plaidoyer pour penser l'épidémie dans le temps, et donc aussi pour en faire l'histoire. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer la parole à Vincent Barras, que nous accueillons avec plaisir. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de me convier à tenir quelques propos à la suite de ceux qui, à mon avis, résument déjà parfaitement, et mieux que je ne saurais le faire moi-même, la position des historiennes et des historiens, c'est en tout cas la position convenable, celle que je crois qu'il convient, et qu'a parfaitement émise donc ma collègue et amie Anne Rasmussen. J'aimerais pour ma part insister dans cette brève présentation aussi sur le fait déjà qu'une histoire est en train de se faire de notre propre... que les historiens, qu'il y a un récit en tout cas historique qui est en train de se faire du temps présent. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse comme historien et comme observateur de nos pratiques d'historien. Comme historien de la santé et de la médecine, effectivement, nous vivons aujourd'hui une sorte d'heure de gloire. Nous n'avons jamais été aussi sollicité, en tout cas de toute ma carrière d'historien de la médecine, je n'aurais jamais pensé. Pour moi, l'effet de surprise, c'est aussi celui-ci, c'est celui que jamais je ne serais autant sollicité pour essayer de donner des clés ou des éléments de réponse aux inquiétudes du temps présent. Et une épidémie, en tout cas, pour moi, c'est cette révélation, une pandémie, c'est l'occasion pour nous autres de réfléchir à notre métier et éventuellement à notre utilité au sein de la société. Alors il y a déjà donc, comme je l'ai dit, un petit récit même qui est en train de s'élaborer à propos de cette pandémie. Je vous en livre un parmi d'autres, celui qui pourrait commencer à la toute fin de 2019. Je répète une histoire que vous connaissez sans doute déjà très bien, et qui commencerait par une personne, un individu, qui pourrait être Marjorie Pollack, qui fait partie du réseau PROMET pour Monitoring Emerging Diseases. C'est ce réseau de scientifiques, épidémiologistes, spécialistes de santé publique qui, à la surface du globe, traquent depuis une vingtaine d'années. Ce réseau s'est mis sur pied plus ou moins au moment de l'épidémie de SARS en 2003. Et qui dit ceci, qui envoie à la communauté sur son réseau ce petit tweet, un peu plus long qu'un tweet, et qui dit ceci en anglais. I got an alert from a colleague who keeps a finger on the pulse of Weibo, the Chinese social media platform. The alert gave me some tweets about stuff that was going on in Wuhan, a cluster of bizarre cases, 4 cases, then 27 cases, along with a picture
theoretically of a document sent out by the Wuhan Public Health Commission stating something about pneumonia cases that seemed to be associated with the seafood and wildlife market. Having lived through and worked through the SARS outbreak, it just rang a bell. This was a déjà vu. En français dans le texte. Donc, elle envoie ce message qui parle d'un déjà vu chez elle, un sentiment de déjà vu. Elle qui avait déjà vu l'explosion du SARS, l'épidémie de SARS qui s'était développée en 2003 en Asie. It just rang a bell. Une petite sonnerie s'est allumée, a résonné dans ma tête. Et elle envoie donc ce message sur le réseau et on peut prendre ça comme un des déclencheurs, en tout cas d'un récit historique qui se poursuit ensuite avec l'apparition de héros, c'est-à-dire de personnes qui, sur place même à Wuhan, comme Li Wenliang, ce héros médecin qui décède le 7 février 2020, des victimes, parmi les premières victimes de ce qui, à l'heure actuelle, a fait plus de 2 millions de morts sur la planète. Ce médecin ophtalmologue, alerté lui aussi par ses collègues des soins intensifs de l'hôpital de Wuhan, qui lui signalent quelques cas de pneumonie bizarres associés à des personnes ayant fréquenté donc un marché de wildlife market, un marché d'animaux sauvages, comme il est, semble-t-il, d'usage dans certaines régions de la Chine ou de l'Asie en particulier. Et ce Li Wenliang fait partie aussi de ce récit qui est en train de s'élaborer, que les historiens que nous sommes allons devoir empoigner aussi pour essayer de réfléchir. Et d'ailleurs, actuellement, on le sait, une commission de l'OMS est sur place pour essayer de tenter de voir ce qu'il en est de ces débuts de cette pandémie. Et on espère que le travail leur sera rendu possible et qu'ils pourront apporter un peu plus de clarté pour ce qui sera une histoire, disons en tout cas une histoire qui tentera d'apporter les éléments à la fois biologiques, microbiologiques et aussi sociaux des tout débuts de cette pandémie. Ce récit, évidemment, tel que je l'esquisse maintenant et que des historiens ont déjà commencé à rédiger, voire à publier, un livre ou plusieurs livres maintenant qui paraissent quelques mois plus tard après le début et qui racontent déjà ces histoires-là. Eh bien, ce récit, évidemment, et là je me mets sur le sillon tracé par Anne Rasmussen tout à l'heure, à savoir, il renvoie à des récits précédents, parmi lesquels je distinguerai par ordre, mais c'est mon propre choix, on pourrait en prendre d'autres. Je prendrai évidemment la grippe espagnole, qui est la grande référence de la plupart des personnes qui se réfèrent à cette pandémie et qui, à nous autres historiens, n'arrêtent pas de demander en quoi cette pandémie rappelle celle de la grippe espagnole de 1918-1919. Ce récit renvoie à la grippe espagnole et ce qui nous frappe dans cette comparaison, cette analogie, essentiellement, c'est ce qui frappe en tout cas les humains, c'est l'ampleur majeure, le fait du nombre de morts, bien que pour cela la grippe espagnole soit largement, en tout cas pour le moment, supérieure à ce qu'il en est pour la Covid-19. La grippe espagnole, sa propagation extrêmement rapide et sur l'ensemble de la planète comme une pandémie qui elle-même à l'époque avait donc créé ce sentiment de quelque chose de tout à fait inédit. Le deuxième récit auquel fait penser, que je choisirais, c'est effectivement, ça a aussi été mentionné par Anne Rasmussen, c'est l'épidémie de choléra ou les différentes vagues de la pandémie de choléra que nous avons vécue au XIXe siècle. Et dans ce cas-là, ce qui nous frappe, c'est les voies de communication. Alors, et là, vous avez des analogies et des différences. Le choléra se propage par voies successives. Ça a été bien documenté par les historiens depuis des régions du sous-continent indien ou d'autres endroits d'Asie, le long des voies commerciales et des voies de pèlerinage aussi vers la Mecque et jusqu'en Occident. Et c'est aussi, le choléra nous intéresse aussi parce que c'est probablement à l'échelon de la planète, ou en tout cas du monde occidental, les premières tentatives de réguler tout cela, ou d'essayer de mettre des freins en installant des postes de contrôle le long justement de ces voies commerciales qui véhiculent en même temps que les marchandises, non pas le virus, mais la bactérie cette fois-ci du choléra. Et par vagues successives,
Cela a également comme conséquence de peut-être poser à la conscience, je dirais, de l'humanité, ou du moins des gouvernements occidentaux, la nécessité d'une régulation qui soit pas seulement locale et individuelle, mais quelque chose à l'échelon de la planète. Et on sait que on peut voir dans le choléra une des premières prises de conscience ou des réactions face au choléra, une des premières prises de conscience qui mèneront à la création de l'OMS bien des dizaines d'années plus tard, à savoir après la Deuxième Guerre mondiale, en 1946-48. Le troisième récit auquel renvoie le récit qui est en train de s'esquisser notre pandémie actuelle, c'est celui évidemment de la peste noire, cette fois-ci, qui renvoie alors quelque chose de beaucoup plus lointain, en tout cas dans la mémoire humaine, quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'imaginaire presque, en tout cas qui a envahi notre culture occidentale, aussi sûrement qu'elle a envahi les populations de la planète et sans doute de l'Europe pour les documentations dont nous pouvons disposer, dont on sait qu'elle a créé des ravages absolument phénoménaux au XIVe siècle. Et cela renvoie, disons, à l'impact social et culturel que a pu avoir cette peste noire, dont on sait ensuite qu'elle a eu des vagues qui se sont prolongées jusqu'au XVIIe siècle ou XVIIIe siècle, la fameuse peste de Marseille en 1720 en est un exemplaire, peste de Marseille qui était célébrée l'année passée par un colloque sur les 300 ans de cette peste de Marseille en pleine pandémie. J'ai participé à ce colloque et je me souviens de l'espèce de résonance que ça pouvait avoir de parler de la peste noire du XVIIIe siècle derrière un écran et chacun au fond soumis aux conditions de la pandémie actuelle. J'irai encore plus loin, ça sera un peu ma conclusion, c'est qu'on peut remonter encore jusqu'à ce que des historiens, en particulier Patrick Zilberman, à qui j'emprunte ici cette réflexion on peut aller jusqu'à la peste noire, ou la peste, non pas noire, mais la peste, ou plutôt la pestilence, puisqu'on sait aujourd'hui que c'est probablement pas comme la peste, qui s'est abattue sur la cité d'Athènes autour de 400 ans avant Jésus-Christ et qui a inspiré à Thucydide, lui-même d'ailleurs victime de ce mal, dit-il dans son récit, victime d'un fléau qui s'abattait, selon ses termes, sur toute la ville, autant les corps que les âmes, que la cité. Et ceci pourrait être pris comme la matrice, au fond, originelle, en tout cas, du type de récit que nous pouvons avoir et d'intelligibilité que nous pouvons donner. Et Anne Rasmussen a montré l'importance des types de récits que nous imposons, qui donnent du sens à ce qui nous arrive, qui donnent du sens à ce qui nous arrive et qui nous frappe tant. Cette corrélation, et Patrick Zilberman insiste là-dessus, sur la désorganisation des corps et de la société, qui formerait la matrice initiale des différents récits, des différentes pandémies. J'en ai cité quelques-unes, on pourrait en tirer d'autres. Le sida, peut-être, pour le XXe siècle, la tuberculose également, qu'on mobilise relativement peu. Je suis un peu étonné qu'on en parle aussi peu. Il me semble qu'à partir de la tuberculose, il y aurait aussi plein d'exemples qui donneraient à réfléchir. Toujours est-il que nous avons cette matrice donc, qui pourrait tirer son origine d'un récit extrêmement ancien, plus de 2000 ans, et qui établit cette corrélation entre crise sanitaire individuelle, les corps, les âmes, la crise sociale, la crise culturelle, la désorganisation des corps et de la société, qui sont en quelque sorte simultanées. Autrement dit, comme historien, nous sommes amenés à réfléchir, et Anne l'a bien mieux fait que moi, sur ce qu'il y a de neuf aujourd'hui. Alors, ce qu'il y a de neuf, on pourrait dire, c'est le virus lui-même. C'est un nouveau virus, on ne le connaissait pas avant, où on suppose qu'il existait peu. Maintenant, on commence à se dire qu'il existait peut-être quelques semaines, voire quelques mois, voire quelques années avant même 2019, qui sait, nous, les virologues, les spécialistes nous le diront peut-être. Ce qu'il y a aussi de neuf, me semble-t-il, à part le virus, c'est la viralité immédiate, l'immédiateté de cette viralité. Alors cette fois, c'est une viralité qui n'est pas seulement celle du virus et de la biologie, mais aussi de la réaction sociale, des réseaux sociaux et de l'embrasement de l'ensemble du système social, politique et culturel.
en quelques semaines, voire quelques jours, l'ensemble des gouvernants, des gouvernés, des structures étaient affectés d'une manière ou d'une autre par cette viralité, par ce virus et par les moyens qui permettaient de le convoyer. J'entends par là non seulement les avions et la rapidité de transmission de l'agent biologique, mais aussi de l'information et de l'inquiétude liée à la pandémie. Nous avons donc du neuf, nous avons de l'ancien, du très ancien, du commun, cette matrice, peut-être cette corrélation entre la crise du corps, des âmes et la crise du social. Nous avons ce fond culturel et peut-être ce qu'il y a de commun aussi, c'est sur quoi, et je terminerai par là, nous sommes amenés à réfléchir, cet effet de sidération dont a aussi parlé Anne tout à l'heure, et qui, cet effet de sidération qui à la fois nous fait apparaître comme vivant quelque chose de tout à fait exceptionnel et qui pourtant forme quelque chose comme un tissu qui trame l'histoire de l'humanité depuis peut-être ses débuts. Merci de votre attention. Merci à vous. Je crois que la connexion avec Anne-Marie Moulin maintenant fonctionne, donc je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Vous m'entendez ? On vous entend très bien. Bon, très bien. Écoutez, excusez-moi pour tous ces problèmes de connexion qui font que je saisis au vol le propos de mon ami et collègue Vincent, et il termine sur Thucydide. Et moi, précisément, j'avais décidé de commencer avec Thucydide pour une raison très simple, c'est que j'essaye, dans cette histoire des épidémies, de ressaisir une préoccupation éthique qui, quelque part, court en filigrane, plus ou moins marquée, à travers les épidémies et jusqu'à aujourd'hui. En effet, Vincent vient bien de le souligner, le récit de Thucydide est un récit qui est devenu en quelque sorte un maître récit auquel se réfèrent les poètes, les littérateurs, les hommes d'État, etc., depuis des siècles et jusqu'à aujourd'hui. Alors, pourquoi ? En particulier parce que précisément, d'abord, il fait œuvre d'historien, on le qualifie parfois de premier historien, en raison de l'objectivité à laquelle il s'efforce pour décrire les événements. Mais la deuxième raison, c'est que quelque part, il fait un certain nombre de réflexions et sur la perte, au moment de l'épidémie, de respect des lois de la démocratie. Donc ça, évidemment, ça éveille un écho tout à fait d'actualité. Et il constate, Vincent l'a dit, que l'épidémie, la peste d'Athènes, qui n'était d'ailleurs pas une peste probablement, a déclenché chez les gens des réactions de panique, de manque de respect à l'égard de la loi voulue et votée par les citoyens, et une perte de respect à l'égard des morts, la façon dont on se débarrasse des cadavres en les jetant dans la rue ou sur un bûcher déjà allumé, bref, toutes sortes d'effondrements. En même temps, ce qu'il considère comme une déraison. Ce qui est intéressant, c'est que il constate aussi qu'il y a une absence totale de réaction, de solidarité, mais et il insiste finalement sur l'exigence qui s'impose de respecter les lois, de les mettre en particulier aussi, de respecter les dispositifs pour les funérailles, et Dieu sait si dans l'Antiquité, les funérailles c'était important. Il souligne aussi l'éthique professionnelle parce qu'il remarque au passage que les médecins, un certain nombre de médecins s'efforcent, mais ils n'y arrivent pas, de soigner les malades. Autrement dit, l'éthique, elle est très présente dans le récit de Thucydide, avec la recherche des moyens d'atténuer le mal qui nous frappe, un des remèdes étant essentiellement l'entraide, la solidarité et l'exercice de la profession avec ses limites. Donc, quelque part, le progrès des connaissances, il existe déjà à ce moment-là, puisque, ça a été souligné tout à l'heure, Thucydide a réchappé de l'épidémie. Et au moment de la deuxième vague, parce qu'avec la peste d'Athènes, il y a eu aussi une deuxième vague, il constate que les survivants peuvent soigner, prendre soin des autres sans risquer la contagion. Cette chose extraordinaire, nous la connaissons bien, nous l'appelons aujourd'hui immunité. Donc, je pense que tout en indiquant bien la double exigence éthique qui nous anime encore aujourd'hui, c'est-à-dire une éthique à la fois civique et professionnelle,
Il n'en évoque pas moins les deux écueils que là encore nous rencontrons jusqu'à nos jours dans la gestion des épidémies et du Covid ou de la Covid-19. C'est d'une part le caractère d'urgence de la situation qui impose des décisions particulières, rapides. Et deuxièmement, l'incertitude des connaissances sur lesquelles précisément reposent ces mesures prises pour freiner l'épidémie et limiter le nombre de morts. Alors j'insisterai, voilà, ce sont les 2 points de mon intervention, sur l'éthique qui attire l'attention sur l'urgence et l'incomplétude ou l'incertitude de certaines connaissances. Alors ce caractère d'urgence, il est bien marqué dans le récit des grandes épidémies historiques. Il faut prendre des décisions très rapidement, à titre individuel d'abord, comme partir ou demeurer sur place, dilemme très connu. La délibération intérieure longue n'est pas permise. Dans le journal de la peste, écrit non pas par un témoin, mais d'après les témoignages qu'il a recueillis, Daniel Defoe évoque la peste de 1665. On dit que ce journal, ce pseudo-journal de la peste, lui a été inspiré par les nouvelles de la peste de Marseille, qui est survenue en 1722. Donc c'est en 1720. Et donc c'est quelques années après que Defoe écrit son récit. Et il raconte comment il faut se décider très vite, Londres se vide, les attelages sont à prix d'or, et finalement, quand il se décide à fuir, c'est trop tard, il n'y a plus aucun moyen de bouger et il est difficile de circuler. Et là, il considère, parce que c'est un puritain religieux, il considère que c'est un signe du destin, qu'il doit rester dans la ville et il s'y prépare. Cette urgence, cette précipitation, c'est aussi celle de la décision publique. En 1892, le choléra qui a été évoqué aussi par les collègues, le choléra frappe l'Europe. Et il vient en particulier, il arrive par l'Est, à la ville de Hambourg, le grand port hanséatique sur la mer du Nord. Le danger vient de l'Est, avec les migrants qui vont à Hambourg pour partir aux États-Unis, mais le danger est aussi dans le système d'adduction d'eau, qui est un système qui consiste à pomper l'eau dans l'Elbe, dans la rivière qui est polluée, on dirait aujourd'hui, puisqu'il s'y déverse tous les déchets des habitations, et l'absence de filtration de l'eau. Une filtration qui commence à s'installer dans un certain nombre de grandes villes. Alors on voit très bien comment, en août 1892, tout d'un coup, il y a des cas suspects de diarrhée, mais les bourgeois de la ville tiennent avant tout à préserver le commerce, c'est une constante, et ils considèrent que c'est au fond un épisode qu'on appelle choléra nostra, c'est-à-dire une petite épidémie de chez nous, des diarrhées communes chaque été. Personne n'est en plus capable d'identifier le germe sur place, bien qu'il y a presque 10 ans, Robert Koch a identifié le vibrion, le bacille virgule, qui cause le choléra. Mais il n'y a personne qui est vraiment capable d'identifier au laboratoire. Donc une semaine se passe et tout d'un coup, les cas se multiplient. Et là, c'est le choléra, c'est évident. Et il y a dans chaque quartier des cas multiples. Aucune mesure ne peut plus s'opposer à une contamination, ça nous évoque des choses, à une contamination rapide qui flambe dans la ville, on dirait qu'on ne peut plus suivre les clusters. Le choléra fera à Hambourg plus de 10% de morts, c'est peu certes par rapport à la peste médiévale, mais c'est assez pour frapper les esprits. Alors le deuxième caractère, c'est l'incertitude scientifique. Elle est particulièrement marquée à propos du choléra, avec l'hésitation bien connue que nous avons entre c'est quoi l'épidémie? Elle vient de l'infection ou de la contagion? L'infection, c'est les miasmes qui s'élèvent du sol, et la contagion, c'est le contact entre les individus ou avec des objets contaminés. Et on sait comment, finalement, ces deux exigences, ces deux positions intellectuelles vont complètement fusionner d'une certaine façon avec la théorie bactérienne des maladies, qui va faire le lien entre la contamination aérienne et la contagion. Alors aujourd'hui, j'en arrive à aujourd'hui, les deux écueils de l'urgence et de l'incertitude scientifique, paradoxalement, nous les connaissons encore. Ils ont bien été représentés au début du XXIe siècle.
par deux dispositifs qui ont voulu résoudre ces deux problèmes. Le premier, c'est la planification, qui incarne la fonction d'anticipation qui est désormais attribuée aux États modernes. Deuxièmement, l'expertise scientifique, qui est supposée guider les décideurs. Et l'on sait comment notre gouvernement français, en mars 2010, a martelé qu'il prenait directement ses décisions dans l'expertise incarnée par le Conseil scientifique, dont le président, hier, a ouvert le forum de bioéthique de Strasbourg. Maintenant, la rétrospective de l'évaluation, elle est conduite selon le vœu de l'OMS dans la plupart des pays d'Europe. Je participe à cette évaluation qui scrute la chronologie de la conduite de l'épidémie du Covid-19 pour établir si d'abord le dispositif prévu de veille a bien marché et d'autre part l'articulation, c'est le but de notre mission actuelle, de vérifier s'il y a eu une articulation entre les décisions et les connaissances scientifiques du moment qui sont par définition évolutives. Et en regardant les résultats obtenus, en comparant entre pays, le nombre de morts et de cas en fonction des dispositifs qui ont été pris par les gouvernements. Et on voit bien se combiner les deux éléments dont j'ai parlé au début, l'urgence de la décision, qui devrait théoriquement avoir été facilitée par ce qu'on appelle la preparedness, un mot anglais pour dire la préparation, et l'incertitude scientifique qui doit être cernée par les travaux en cours des armadas de virologues et d'épidémiologistes. Mais qu'en est-il de l'éthique dans tout cela? Celle de l'État, celle des collectivités, celle des individus? Et qu'en est-il des exigences d'entraide et de solidarité qui ont bien été formulées par Thucydide? C'est symbolique que Jean-François Delfraissy ait été à la fois président du Conseil scientifique et du Comité national d'éthique. Ma conclusion sera que quelque part, dans cette confrontation avec les deux exigences face à l'urgence, au devoir d'urgence et à l'incertitude relative des connaissances, je pense qu'il est souhaitable de refuser, ça va peut-être surprendre certains d'entre vous, la métaphore du combat. Je pense que la métaphore de la guerre qui a été abondamment utilisée par notre président contre un ennemi vicariant qui serait au fond le virus, je comprends bien que le langage de la mobilisation a toutes sortes de vertus, mais il ne faut pas se voiler la face. L'urgence et l'inconnu sont des prétextes trop faciles pour se précipiter aveuglement dans une guerre. La métaphore de la guerre, elle a beaucoup servi dans tous les domaines, elle a servi pour l'immunité. L'immunité a souvent été représentée comme un château fort où l'on attend l'ennemi derrière des murs bien construits. Mais je pense que, décrite au sein d'une guerre, l'épidémie est-elle vraiment une guerre et une guerre contre qui? J'avoue que j'ai été parfois soucieuse devant l'explosion, la victoire ou les applaudissements qui saluaient un corps professionnel, des professionnels de santé qui certes ont été héroïques et ont travaillé énormément, en particulier dans le Grand Est, nous le savons bien, mais en même temps, ça ne peut pas faire oublier les rapports malaisés des médecins de ville et de la hiérarchie hospitalière, les difficultés des travailleurs à l'hôpital que nous connaissons bien depuis des années. Donc un bulletin de victoire qui est adressé à des soldats sans armes, finalement, c'est le mot, comme dit le poète, qu'on avait habillé pour un autre destin. Pour conclure, je dirais que ce n'est pas avec la métaphore de la guerre qu'il faut affronter le défi éthique face à l'incertitude des connaissances et au devoir d'urgence. Je pense, et c'est pas moi, c'est Alice Casgrain, qui est la présidente de la lutte contre la maltraitance, qui a une formule très belle. Elle dit « La guerre détruit, je cite, le soin préserve, la guerre avilit, le soin répare, la guerre uniformise, le soin singularise ». Je pense que, quelque part, l'enjeu éthique, ou si l'on préfère la question éthique, soulevée très tôt dans l'histoire des épidémies, peut-être avant Thucydide, qui sait, demeure notre capacité à répondre aux incertitudes de la science
et aux impératifs de l'urgence, tout en maintenant, et c'est ça la difficulté, l'échange et la solidarité. C'est un échange et solidarité sont deux défis toujours à relever aujourd'hui. Dans un monde où l'éradication des maladies infectieuses, l'éradication des microbes, a cessé finalement de représenter un véritable horizon, et aussi la guerre, un modèle d'action. Je vous remercie. Merci à tous les trois pour vos interventions. Nous allons maintenant ouvrir le débat, Aurélien Benouaïd, pour les questions aux intervenants. Merci beaucoup pour vos trois interventions qui étaient tout à fait éclairantes. J'aimerais vous poser une question, peut-être pour commencer avec Anne Rasmussen. Cette crise, cette pandémie génère beaucoup d'inquiétudes au sein de la population, chez tout un chacun. Et cette inquiétude vient certainement du fait qu'on a du mal à appréhender l'avenir. Et c'est vrai qu'on a parfois tendance à aller chercher dans l'histoire et dans le passé des clés de compréhension et peut-être même des clés d'action pour appréhender l'avenir. Est-ce que, selon vous, cette pandémie est véritablement sans précédent? Alors, bien sûr, on pourra distinguer les aspects de traitement d'information, mais aussi, ne serait-ce que sur la viralité elle-même de cette épidémie, est-ce qu'elle est vraiment si significativement différente que ce qu'on nous raconte ou que ce qu'on peut entendre dans les différents médias avec les différentes personnes que nous rencontrons? C'est une vaste question. Alors, pour repartir de votre point de départ, oui, l'épidémie et entre toute la situation qui engendre de l'inquiétude, c'est quand même un grand moment de traumatisme des sociétés, hein, cette mortalité qui a des degrés divers dans les pandémies historiques, mais quand même qui est une mortalité brutale, hein, c'est ce surgissement d'un inconnu et donc la brutalité de la contagion. C'est quand même l'inquiétude. Anne-Marie Moulin a très, très justement beaucoup insisté sur l'urgence. Cela me semble absolument cardinal pour la compréhension des situations. Et cette urgence, elle est notamment liée à ce phénomène de contagion, c'est-à-dire l'idée que si l'on ne fait rien, le mal ne peut faire qu'empirer et aller jusqu'où, hein, comme on l'a dit, la peste noire avait mis à terre peut-être un quart, hein, de la population européenne. Donc il y a vraiment une peur, plus qu'une inquiétude, hein, voire une terreur qui peut s'emparer des sociétés au moment où le phénomène épidémique dans sa brutalité, et en même temps on a du mal à le réaliser, hein. On a parlé, je crois tous, de sidération, que le mot qu'employait le professeur Delfrécy hier dans son propos inaugural, hein. Il y a une sidération, et ça c'est ce que raconte très bien Albert Camus dans La Peste, où il dit dans les débuts, hein, il dit les fléaux en effet sont une chose commune, mais on croit difficilement aux fléaux, c'est-à-dire qu'on a du mal quand même à penser que ça nous arrive. Et c'est là que j'en reviens à votre question, on a du mal à penser que ça nous arrive parce que, alors les précédents, on les imagine, on les représente, mais il est vrai que nous, dans notre... il y a des expériences de l'épidémie, mais les expériences, alors elles se transmettent de génération en génération par des récits, hein, dont a parlé Vincent Barras, des récits, parfois des mythologies. On peut aller chercher très loin, hein. N'oublions pas que l'Iliade, dont Anne-Marie parlait donc de Thucydide, mais dans l'Iliade, là aussi le propos est inauguré par une épidémie,
dans Oedipe Roi, dans Sophocle, c'est aussi, il y a le phénomène épidémique qui est vraiment qui forme toute une constellation de mythes, mais dont nous n'avons pas l'expérience. Nous avons cette représentation d'un péril, d'un fléau. Et donc, la question du sans précédent, alors, oui, bien sûr, il y a, et je l'ai dit brièvement tout à l'heure, il y a un répertoire dans la manière dont on a de caractériser aujourd'hui l'épidémie que nous vivons, elle est sans précédent, elle est nouvelle par bien des aspects, c'est la première fois que se passe plein de choses, c'est la première fois que, ce virus est nouveau, cette maladie en elle-même, on a désigné d'un mot nouveau une nouvelle maladie, et puis il y a dans les manières, dans les réponses apportées à la crise, des nouveautés, un caractère sans précédent. Alors, sans précédent peut-être aussi dans la globalisation, dans le phénomène, quoique la pandémie de grippe espagnole, on sait à quel point elle a touché aussi toutes les régions du monde, un peu comme le Covid aujourd'hui. Donc il y a un aspect sans précédent dans l'expérience que chacun et que nos sociétés, n'oublions pas, qui, en tout cas pour les plus riches d'entre elles, il faut quand même toujours rappeler ici la fracture quand même des mondes, disons, pour dire vite du Sud et du Nord, mais dont l'expérience qu'avaient les pays riches quand même, qui était une vision de mise à distance des maladies infectieuses, et alors sans doute beaucoup moins ces dernières années après l'apparition de l'épidémie de VIH, puis d'épidémies émergentes, de maladies émergentes. Néanmoins, il y a quand même eu la conviction que nous étions, grâce à notre arsenal scientifique et nos ressources en moyens de surmonter les épidémies qui apparaissaient comme un phénomène du passé. Et puis finalement, nous sommes confrontés donc de plein fouet donc à des phénomènes nouveaux, mais je termine là-dessus, en même temps nouveaux, mais qui mobilisent et notamment des réponses qui sont finalement cette épidémie nous laisse démunis, peut-être avant le vaccin, mais nous laisse démunis dans les moyens de contrer ce phénomène de contagion dans l'urgence, et nous en avons été réduits, tout le monde entier, à recourir à des solutions qui étaient quand même des solutions très anciennes, qui étaient considérées même comme déjà très archaïques et obsolètes au XIXe siècle. La quarantaine, par exemple, le confinement, l'interdiction, les obstacles mis à la circulation des personnes, tout ça apparaissait déjà au XIXe siècle comme moyenâgeux et dont il fallait absolument échapper. Donc tout ça pour dire que bien sûr, du sans précédent, mais s'inscrivant dans à la fois un cadre de compréhension mythologique et de représentation liée à la peur que nous avons des épidémies dont nous avons les images du passé, et puis avec un répertoire d'action qui nous vient malgré tout de la longue durée. Merci. Je m'adresse maintenant à Vincent Barras, qui aura peut-être aussi envie d'apporter son éclairage complémentaire avec une question en plus, qui est de dire, si aujourd'hui nous sommes là pour en débattre, c'est que finalement, de toutes ces épidémies dont nous sommes sortis, il y a eu une porte de sortie. Donc là où aujourd'hui, peut-être parmi les plus jeunes ou les plus anxieux, l'idée de se dire que cette épidémie est peut-être la dernière et qu'il n'y a pas d'issue possible. Vous avez parlé avant je ne sais pas si c'était hier ou ce matin, de caractère diabolique. C'était peut-être de M. Delfraissy qui a dit ça hier. L'impression que ce virus mute, que ce virus finalement a peut-être même une volonté de nuire, ce qui n'est évidemment pas le cas. Donc ma question pour compléter est la suivante, c'est de dire finalement comment ça a été géré à l'époque. Alors probablement plutôt pour la grippe espagnole, parce qu'après les données vont presque plus relever de l'archéologie que d'autres choses, mais vous nous en direz. Voilà, quelles ont été les attitudes et comment on est sorti finalement de ces épidémies, avec quel type de séquelles. Voilà, qu'est-ce que l'histoire peut nous apporter sur nos modalités de sortie de cette crise. Oui, je pense que les modalités de sortie des crises comme celles que nous vivons aujourd'hui ont précisément été un sujet qui n'a pas été très abordé par les historiens, assez curieusement.
Toujours est-il qu'on peut faire le constat que c'est que jusqu'à présent, nous en sommes sortis des crises, y compris de crises peut-être bien plus terrifiantes, comme celle qu'a dû être en 1348-1350, la peste noire arrivant dans nos contrées, peut-être d'ailleurs aussi ailleurs en Asie, et peut-être, qui sait, dans d'autres régions du monde, où un quart à un tiers des personnes sont mortes en l'espace d'une année ou deux. Donc, des crises comme celle-ci, évidemment, on souhaiterait que notre pandémie actuelle ne soit pas la répétition. Et donc, mais nous ignorons un peu, et à cette tâche d'ailleurs s'attellent aussi bien les historiens que les historiennes, que les biologistes, les virologues, pour essayer de comprendre comment on se sort d'une crise. Nous ne sommes pas tout à fait au clair de la façon dont nous sommes sortis de la crise qui a été majeure, elle aussi, il y a un siècle, de la grippe espagnole. Les hypothèses virologiques sont qu'il y aurait eu une adaptation du virus dans une perspective un peu darwinienne, où le virus finalement finit par s'adapter. Si le virus tue tout le monde, eh bien le virus lui-même aussi est mort, et le virus a l'intelligence de ne pas tuer tout le monde, donc il s'adapte peu à peu. Ça, c'est ce que nous dit un peu grossièrement résumé la théorie darwinienne. Et donc il y a une histoire à faire de cette évolution que nous ne connaissons pas encore vraiment bien, y compris un siècle après, de comment nous nous en sommes sortis sur le plan biologique, sur le plan démographique aussi, sur le plan social, politique et culturel. Il y a des histoires un peu catastrophistes qui évoquent même un lien entre cette pandémie de la grippe espagnole et le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. Théorie probablement un peu poussée. Toujours est-il que nous devons, nous, comme historiens, effectivement, commencer à réfléchir à la façon dont on se sort des crises. On peut déjà faire le constat qu'on s'en est sorti. Mais le fait d'étudier bien comment on s'en est sorti, comment les sociétés s'en sont sorties, c'est probablement le fait de facteurs extrêmement complexes dont nous ne pouvons pas dire aujourd'hui encore que nous pourrons les utiliser pour cette pandémie. Toujours est-il que nous pouvons quand même faire le constat d'un certain nombre d'expertises accumulées au fil des siècles, à commencer par cette expertise de la quarantaine dont parlait Anne Rasmussen, effectivement apparaissant comme archaïque, mais se révélant absolument pas archaïque, d'une part. D'autre part, un certain nombre d'avancées dont on peut quand même faire le constat aussi, c'est celle de la vaccination, et je parle sous contrôle d'une grande experte de l'histoire de la vaccination qui est Anne-Marie Moulin, et qui permettent tout de même de penser que c'est un des outils à mobiliser, et non pas en vain, pour aider à, non pas, comme, et je souscris entièrement à son propos, non pas réitérer la métaphore de la guerre et de la victoire contre l'ennemi du virus, mais au contraire comme une mesure accompagnant les sociétés humaines dans une perspective de soins et de solidarité. Et effectivement, quand on envisage la question du vaccin sous cet angle-là, c'est tout à fait autre chose que de dire le vaccin va vaincre le virus, que de dire le vaccin est une mesure qui implique une solidarité entre les humains, et par exemple, dans l'actualité immédiate, celle qui consiste à réfléchir à qui y a droit en premier, est-ce qu'il est gratuit, est-ce qu'on le fait payer, et qui paiera tout cela. Voilà plutôt le type de réflexion que, à ce stade, et vraiment je vous réponds un peu à chaud, j'aurais, en ce qui concerne la façon dont aujourd'hui l'histoire peut permettre de penser la sortie de la crise. Mais évidemment, l'histoire peut aussi réfléchir à l'évolution et au fait qu'une sortie de crise suppose d'adapter des structures pour les crises éventuelles. L'histoire nous apprend que c'est peut-être pas la dernière, et ça c'est le côté un peu pessimiste qu'on peut avoir comme historien, à savoir que nous avons eu des crises analogues, voire bien plus ravageantes et ravageuses que celles que nous vivons aujourd'hui peut-être, mais il n'est pas exclu que d'autres à l'avenir aient lieu. Et ceci, il faut aussi pouvoir le rappeler. Merci. J'ai une question pour Anne-Marie Moulin, qui est aussi directement liée à l'histoire. C'est-à-dire, c'est souvent en se rappelant comment ça s'est passé qu'on essaye de se préparer à une crise. Et là, en l'occurrence, dans l'histoire très récente, on va dire, du SRAS, par exemple, on a l'impression que les pays asiatiques étaient nettement mieux préparés que la France ou que les pays européens. Alors que pour autant, nous étions déjà dans une ère de grande information.
une ère où finalement, moi je me souviens quand j'étais étudiant en médecine, on avait des grandes réunions à l'époque du SRAS. Il y avait déjà la communication était censée être extrêmement perméable. Pour autant, les habitudes et l'expérience qui a été acquise dans les pays asiatiques, on a l'impression qu'elle n'a pas été transmise aux pays, notamment aux pays européens. Peut-être cela pourrait-il expliquer l'absence d'expérience. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de cette difficulté de transmission? C'est-à-dire, nous, on voit les Asiatiques parfois avec les masques dans les transports en commun, etc., alors que c'est quelque chose qui n'est arrivé finalement en France que lorsqu'on était vraiment dans le dur de la pandémie. Il y a plusieurs éléments pour vous répondre. D'abord, effectivement, l'expérience du SARS n'a pas finalement déterminé de changements fondamentaux dans la mesure où c'est quelque chose qui est apparu d'ailleurs comme un grand succès de l'OMS, le blocage rapide de l'épidémie, etc. Donc finalement, la leçon asiatique n'a peut-être pas été complètement tirée comme vous le suggérez. La leçon plus récente, au moment de l'épidémie de Covid-19, est plus complexe. Actuellement, il y a une mission qui a été organisée depuis presque un an par l'OMS en Chine pour essayer de mieux comprendre qu'est-ce qui s'est passé au début de l'épidémie, à quelle date elle remonte, comment elle a cheminé, etc. Cette expédition scientifique pose toutes sortes de problèmes diplomatiques et un des résultats, c'est que cette expédition internationale n'a pas encore obtenu toute l'organisation et elle n'est pas encore sur place en mesure de donner des résultats. En même temps, il est clair que la façon, par exemple, dont la Corée et aussi le Vietnam ont mené la lutte contre l'épidémie de coronavirus est quelque chose dont on pourrait tirer des enseignements. Et c'est vrai que il y a d'une part un certain embarras à l'égard des procédures extrêmement radicales qu'a pris la Corée du Sud, par exemple la surveillance, le suivi du déplacement, des contacts, etc. Quelque chose qui, vous le savez bien, suscite des appréhensions, des inquiétudes sur le contrôle total de la société, la survenue d'un dispositif de panoptique comme l'avait évoqué Foucault dans des textes célèbres qui semble presque ambiguïté vis-à-vis de ce modèle. D'autre part, les échanges ne sont pas toujours à la hauteur dans la mesure où, je vous le rappelle des deux côtés d'ailleurs, la circulation des savants, la circulation des étudiants est considérablement travée par les visas au compte-gouttes, la difficulté de circulation. Si le virus circule facilement et rapidement, il n'en est pas toujours de même, en particulier pour les étudiants ou pour les gens qui veulent aller s'instruire ailleurs. C'est peut-être là un des points sur lesquels il faudrait insister. Merci. Je profite de votre expertise sur la vaccination pour vous demander aussi sur le versant historique, est-ce qu'il y a déjà eu de très grandes et de très vastes campagnes de vaccination par le passé? En quoi est-ce que la connaissance de ces campagnes vaccinales par le passé peuvent nous aider, nous éclairer dans la campagne actuelle, qui est une campagne mondiale et probablement très difficile d'organisation? Alors peut-être qu'on... Les campagnes d'autrefois, les grandes campagnes, nous alertent à la nécessité d'un suivi attentif. Et quelque part, c'est une preuve que les épidémies ont été bien suivies, que quand on constate, bien documenté, des incidents et accidents liés à la vaccination. Je suis personnellement passionné par l'histoire de la vaccination anti-polio en Union soviétique, dans les années 1956. Et j'ai toujours été étonnée par le fait que des campagnes concernant des millions de gens, elle a commencé par les pays baltes et par l'Asie centrale avant de finir par la Russie elle-même. Et je suis très surprise que pendant très longtemps, on a considéré qu'il n'y avait jamais eu le moindre rhume de cerveau en rapport avec la vaccination. Ça me donne l'impression que cette épidémie, sous contrôle évidemment, vérification par des archives auxquelles je n'ai pas eu accès,
que cette cette vaccination n'a pas été suivie correctement. Une autre leçon de ces grandes campagnes, c'est précisément encore avec la polio, le fait que quand on est passé d'un petit laboratoire de recherche, où on a fabriqué le vaccin, le laboratoire de Salk, où on a fabriqué le vaccin polio inactivé, mort, et ensuite on est passé à une autre échelle avec des millions de doses qui ont été fabriquées par tout un tas de laboratoires. Et c'est produit à ce moment-là l'accident qui est resté célèbre sous son nom anglais de Cutter Incident. C'était pas un incident, c'était un accident. Il y a eu plusieurs dizaines de morts parce qu'en fait, on a vacciné les enfants avec un vaccin qui n'était pas inactivé. Quand on se penche sur la firme Cutter, qui avait produit le vaccin en question, on s'aperçoit, et les historiens récemment l'ont bien mis en évidence, qu'en fait, toutes les firmes très nombreuses à qui on avait délégué la production de masse du vaccin avaient des problèmes. Elles avaient toutes un hic dans leur production, un point faible qui risquait de provoquer des catastrophes. La particularité de la firme Cutter, c'est qu'en gros, elle les avait tous. En particulier, la raison que l'on allègue pour ce vaccin pas correctement inactivé, c'est qu'on brassait les virus multipliés dans des énormes cuves, on y ajoutait un antiseptique, je crois que c'est du formaldéhyde, et ça brassait donc le virus avec ce qui était en pouvoir, la drogue qui permettait de les inactiver. Et probablement que la proportion entre les virus, le nombre des virus et l'antiseptique n'était pas correct. Donc il échappait des virus qui étaient parfaitement virulents et qui expliquent l'épidémie de polio qui a suivi, fâcheuse évidemment, la vaccination. Mais cette histoire de la production de masse, au fond, nous assistons aujourd'hui à ces problèmes de multiplicité de sites de production, l'inégalité entre le vaccin qui a été produit au départ dans le laboratoire de recherche et qui ensuite est produit de façon industrielle. On constate qu'il y a par exemple des inégalités de taux de présence de tel ou tel ARN messager, ou une inégalité entre le petit laboratoire initial et les grands laboratoires industriels, les grandes usines. Et tout ça, ce sont des leçons qui, en fait, évidemment, éveillent un profond écho avec l'histoire. Merci. Anne Rasmussen, je voudrais vous poser la question de savoir s'il y a un précédent dans une forme de coopération internationale, tel que c'est le cas actuellement, de mise en commun des informations, alors qu'on est plutôt habitué à avoir des murs qui se dressent entre les différents pays, entre les différents États, des secrets de polichinelle sur les résultats. Alors, est-ce que là, on peut dire que c'est quelque chose de tout à fait nouveau, ou alors y a-t-il encore des résidus de ces grands murs qui peuvent se dresser entre nous, ou alors est-ce qu'on est complètement sur une société où l'information circule? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on est encore dans la notion de précédent. Hein. Vous savez, l'historien Marc Bloch disait il faut se méfier de l'idole des origines, d'aller chercher à quel moment on a commencé à faire quelque chose. Est-ce que le phénomène que l'on connaît aujourd'hui est nouveau, ou est-ce qu'il s'inscrit dans une généalogie? Alors, bien sûr, il y a des choses extrêmement nouvelles. C'est sans doute là les échelles, hein, la combinaison de l'urgence des situations, des contraintes que la situation produit, donc l'urgence et l'échelle à laquelle les problèmes se posent, puisque donc quelles que soient toutes les réponses à la pandémie, hein, depuis les mesures de confinement jusqu'à la vaccination, tout cela se conjugue à une échelle globale.
Et ça, c'est quand même sans doute nouveau, même si la grippe espagnole a circulé de manière pandémique. On dit qu'aucune région du globe n'avait été épargnée par la grippe espagnole. Néanmoins, cette conjugaison des efforts de tous les pays et de toutes les institutions sanitaires qui en même temps se penchent sur les mêmes problèmes, ça c'est quand même quelque chose sans doute de sans précédent, et là aussi dans la mise en commun, c'est-à-dire que c'est aussi l'échelle de l'information et de la circulation de l'information, dans la médiatisation, mais aussi dans la circulation de l'information qui est concertée par les institutions sanitaires. Tout cela est sans précédent. On peut prendre qu'un exemple, c'est le séquençage du génome du virus qui s'est fait dans les tout premiers jours après son identification, et avec un partage immédiat de l'information à l'échelle internationale, enfin à l'échelle même globale. C'est vraiment... Donc il y a sans doute là un caractère original et inédit de cette convergence des efforts, c'est-à-dire qu'il y a des moyens qui sont déployés qui n'ont sans doute pas d'équivalent historique. Alors là aussi, pour autant, on peut toujours essayer de le mettre en perspective, c'est-à-dire que par définition, les éléments pathogènes, les microbes, les virus n'ont pas de frontières, circulent, ne connaissent pas le cadre national, circulent, et il n'est pas d'aujourd'hui que les États se sont posés donc la question d'abord de leur propre protection. Les États sont pensés au XIXe siècle, notamment dans le cadre d'un politique du déploiement des nations et des États nationaux, avec des systèmes scientifiques nationaux. Donc les États se sont posé la question de leur propre protection, de défendre souvent, ils se voient comme des citadelles assiégées dont il faut protéger l'entrée, protéger contre le virus. Et ce souci de protection, alors au Moyen-Âge, c'était à des échelles qui pouvaient être locales, régionales, les cités-États de l'Italie, de Venise ou de Gênes qui mettaient en œuvre des mesures de protection. Au XIXe siècle, c'est plutôt à l'échelle nationale. Et donc là, se met en place, c'est vraiment du milieu du XIXe siècle, que, par exemple, les conférences sanitaires internationales, la première a lieu en 1851, se constituent pour déployer un effort commun. Alors si l'on est un peu critique, on observe bien vite que cet effort commun, il n'est pas seulement purement orienté vers la solidarité internationale et sans frontières. Il est quand même cet effort du XIXe siècle très européen, et voire même peut-être le domaine des grandes puissances qui à l'époque sont en particulier la Grande-Bretagne, la France, des grandes puissances impériales qui ont surtout à cœur de défendre leur commerce, parce que la contradiction entre épidémie et négoce et poursuite du commerce, pas seulement dans un but économique, mais simplement aussi d'approvisionnement des sociétés. C'est la ressource alimentaire est quand même essentielle dans des sociétés qui vivent de ces échanges. Donc les conférences sanitaires internationales, elles ont été constituées pour essayer de trouver des moyens de protection, alors des moyens communs qui pouvaient être partagés en un certain nombre de pays. Alors si on avance juste un peu plus loin, plus rapidement, on peut dire qu'au XXe siècle aussi, bien sûr, l'OMS est donc dans un esprit là qui est beaucoup plus authentiquement international, va poursuivre, et je pense que pour ce qui est des infections de type celle que nous connaissons, le coronavirus, enfin, les grandes pandémies virales, donc telles que les pandémies de grippe, les institutions internationales, en particulier l'OMS, ont été en mesure de mettre en place des systèmes de surveillance.
surveillance, puis plus tard, surveillance et notamment dans les années 70 du XXe siècle, puis plus tard de préparation, qui là vraiment constituait un effort commun, donc de connaissance de la circulation des virus, puis de surveillance au sens où on pouvait chercher à identifier le virus pour constituer ensuite des moyens de défense vaccinaux, sérologiques et autres. Donc oui, sans doute une échelle sans précédent aujourd'hui, mais l'inscription quand même dans un cadrage international du mouvement pandémique qui date malgré tout, disons, assez, qui est plus structurellement du milieu du XXe siècle. Merci. Vincent Barras, une dernière question avant de passer à quelques questions des internautes. On a entendu effectivement au cours de vos exposés qu'il y avait une tendance à chercher une responsabilité. Cette responsabilité, elle a peut-être d'abord été plutôt sur le versant de la croyance, de l'ésotérisme, puis ensuite autour de certaines ethnies. Est-ce que cette idée de responsabilité des gouvernants ou des scientifiques, est-ce que c'est quelque chose de très récent ou ça a déjà été observé par le passé dans d'autres épidémies ? Oui, je pense que l'implication et pour le coup aussi les éventuelles accusations contre les gouvernants, ou en tout cas la remise en question des gouvernements, ça remonte au XIXe siècle, à l'alliance des systèmes de santé publique avec le gouvernement. Bien qu'il y ait, comme toujours dans l'histoire, on peut toujours retrouver des premières, y compris au Moyen-Âge, où déjà, effectivement, comme l'a mentionné Anne tout à l'heure, dans les cités italiennes, vous aviez la dénomination par les gouvernants d'un médecin spécialiste des épidémies, enfin préposé aux épidémies. Mais dans cette alliance et l'implication et donc la responsabilité au sens fort du terme des gouvernements et des systèmes politiques avec ces questions-là liées à l'épidémie, je dirais même que la fondation même de l'État-nation moderne, en tout cas c'est une théorie qu'on peut avancer, est vraiment liée à la mise en place d'un système de santé publique qui charge le gouvernant de la responsabilité des vies et des corps, voire des âmes, des populations qu'il gouverne. Ça, c'est un peu la thèse de la biogouvernementalité post-foucaldienne, si l'on veut. Et donc, les contestations, ou en tout cas des implications d'une façon ou d'une autre des gouvernants et des systèmes politiques dans les épidémies, leur forte implication, leur responsabilité immédiate, comme celle qu'on voit aujourd'hui, qui est à la fois immédiate, tout de suite les gouvernants sont concernés, tout de suite ils sont éventuellement mis en cause, comme ce qu'on voit aujourd'hui, eh bien ça remonte, je dirais, à la constitution même de l'État moderne. En tout cas, c'est une hypothèse que je pourrais soutenir, qui veut que cet État doive s'occuper de la santé de ses citoyens comme d'une de ses tâches les plus importantes. La santé de ses citoyens, parce que la santé de ses citoyens et de ses citoyennes, c'est la santé de la nation. Voilà en gros ce que je pourrais dire à ce sujet. Alors, on pourra trouver plein d'exemples de mise en cause des gouvernants lors de situations comme pandémiques. Ce que j'aimerais peut-être dire en plus, c'est le fait que certaines de ces pandémies n'ont pas toujours suscité l'attention qu'on croit qu'elles auraient dû susciter, et je pense en particulier aux épidémies grippales HN, enfin, donc des virus qui ne sont pas des coronavirus, que nous avons observés dans les années 50 et 60, la fameuse grippe d'Hong Kong et la grippe asiatique, qui, pour des raisons aussi qui m'échappent encore aujourd'hui, donc n'ont pas suscité ni de la part des gouvernants, justement, ni de la part des médias ou autres, l'attention qu'on imagine qu'elles auraient dû susciter, alors qu'elles ont, l'une et l'autre, été quand même passablement meurtrières, celle fin des années 50, puis celle de l'année 68-69, où des grippes, plus que des grippettes, vraiment, ont été très très fortement impactées les sociétés. Et pourtant, sans réaction des gouvernants. Alors je m'abstiendrai évidemment, moi, de mettre en cause les gouvernants, mais je m'étonne de cela. Oui, je crois que Anne-Marie Moulin voulait rajouter quelque chose. Nous vous écoutons. Je voulais rajouter quelque chose à ce que dit Vincent. C'est le fait que le 19e et le choléra dont il parle a été vraiment l'occasion pour le peuple d'accuser les médecins. Pourquoi les médecins ? Parce que précisément, ils étaient considérés comme le bras armé de l'État et qu'ils étaient soupçonnés d'inventer le virus ou de propager l'épidémie
pour mettre fin aux pauvres et à la sédition populaire. Et donc, il y a eu des manifestations violentes contre les médecins, avec des morts, en particulier dans les grandes villes, à Moscou, à Saint-Pétersbourg, et même un peu à Paris, où les médecins ont été considérés comme suspects. Et on voit par exemple George Sand qui observe de sa fenêtre pendant l'épidémie de 1832, et elle dit « il ne faut pas que les médecins sortent parce qu'ils risquent d'être appréhendés et qu'on leur fasse un mauvais sort ». D'accord, merci pour ces informations. Effectivement, on peut réintégrer des éléments tout à fait contemporains dans l'histoire. Voilà, nous allons maintenant faire place aux questions des internautes. Et une première question dont je me fais donc le relais. Quid des pandémies organisées? Rappelons-nous des expériences de l'unité 731 du Japon, qui est donc une unité de recherche bactériologique dans les années 30 au Japon, ou en Allemagne nazie. Pensez-vous qu'aujourd'hui, ces programmes de guerre bactériologique ont disparu? Alors c'est vrai que pendant très longtemps, le virus ne pouvait pas être utilisé à des fins militaires, ce qui peut être amené à changer au cours de ces derniers temps. Est-ce que quelqu'un souhaiterait s'exprimer? Peut-être Vincent Barras, vous avez... Bon, j'ai un peu étudié effectivement la question de l'histoire ce qu'on appelle le bioterrorisme, à savoir les tentatives récurrentes dans l'histoire. Et on a des épisodes qui sont narrés dans l'Antiquité, effectivement, de tenter d'infecter ou de propager la maladie du côté de l'ennemi, avec par exemple des histoires plus ou moins fantaisistes, mais pas nécessairement, de catapultage de cadavres pestiférés, d'animaux ou d'humains, par-dessus les parois de la cité assiégée, par exemple, de façon à propager la peste ou quelque chose de cet ordre-là dans les cités. Alors, à chaque épidémie ou chaque épisode, renaît le soupçon qu'effectivement... Et donc cette histoire du bioterrorisme s'en va jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale et l'utilisation effectivement d'unités spéciales au Japon, en Allemagne ou ailleurs, y compris dans les forces de l'autre côté, de moyens en tout cas, de tentatives expérimentales de réfléchir aux moyens, à la guerre biologique si l'on veut. Et ensuite, tout cela se diffuse, y compris dans certains groupes terroristes. On se souvient de l'attaque dans un métro japonais à la fin du XXe siècle par des gaz atteignant les corps. Alors, on n'est pas dans le système de l'épidémie, mais enfin quelque chose d'analogue. Toujours est-il qu'à chaque fois qu'une épidémie survient, et celle-ci n'y a pas échappé, renaît aussi le soupçon que tout cela pourrait être soit des expériences malheureuses. C'est pas totalement exclu qu'il y ait eu des manipulations à Wuhan même. Enfin, des enquêteurs de l'OMS vont peut-être déceler quelque chose à ce sujet, que des laboratoires aujourd'hui, que de ces laboratoires dans lesquels sont menées des expériences, peut-être dans certains cas pilotés en sous-main par les systèmes militaro-industriels, eh bien que des virus s'échappent et créent des épidémies. Mais ceci tient plutôt de l'ordre du soupçon qui est récurrent plutôt que d'une réalité dûment affirmée aujourd'hui. Il est certain que les grandes puissances entretiennent des programmes de recherche biologique dans cette hypothèse-là, ça nous le savons, mais évidemment ces choses-là sont peu publiques. Alors une question de Christophe. Au début de cette pandémie, on a souvent fait le parallèle entre le coronavirus et le sida, en raison de la crainte que cette maladie inspirait à la population. Le parallèle est-il justifié encore aujourd'hui? Peut-être pouvons-nous écouter Anne-Marie Moulin sur cette question. Le rapprochement entre le sida, dont vous connaissez les modes de propagation, et le coronavirus est un peu tiré par les cheveux. Par contre, ce qui est important, c'est de souligner une analogie qui aurait pu être approfondie. C'est le fait que le sida, avec une certaine lenteur, a déclenché un mouvement de collaboration des malades et des chercheurs absolument inégalé. Et c'est un petit peu dommage, justement, précisément parce que l'analogie entre le mode de transmission manque un peu,
Le mode de transmission n'est vraiment pas du tout le même. Et c'est peut-être pour cela, et c'est à tort, qu'on n'a pas retenu ce qu'on peut appeler la leçon du sida, à savoir justement cette organisation de la société, ce lien, cette intervention des associations sans précédent, les malades assistant à des congrès, se tenant au courant des recherches, intervenant dans les comités d'organisation des essais cliniques, etc. Une question de Monsieur Elchinger. Parmi les facteurs favorisant l'émergence de nouvelles épidémies, sont les contacts entre l'homme et la faune sauvage. Le SRAS transmis de la civette à l'homme et le VIH du singe à l'homme ou les animaux domestiques pour la grippe aviaire. Faut-il beaucoup plus se protéger du monde animal ou doit-on protéger le monde animal de l'homme? Et j'en profite pour vous rappeler que ce soir, nous aurons une table ronde sur les origines de la pandémie et notamment est-elle liée à l'activité humaine? Alors une question qui est peut-être un peu complexe ou un peu technique. Alors je voudrais mettre personne mal à l'aise. Est-ce que Anne Rasmussen, vous avez quelque chose à dire sur cette thématique-là, hein? Vous n'hésitez pas. Hein. En effet, je suis pas spécialiste. Ce qu'on peut dire, c'est que on étudie historiquement la relation homme-animal et on est de plus en plus attentif dans le cadre d'une histoire, notamment de développement d'une histoire environnementale, à l'adossement des épidémies historiques aux relations entre l'homme et l'animal. Hein. On sait que pour nombre d'entre elles, les maladies dont il s'agit viennent du réservoir animal. Donc elles sont intrinsèquement en lien avec ces passages donc de virus, que ce soit pour la grippe ou pour beaucoup d'autres maladies à caractère épidémique. Donc, il est légitime d'en faire une histoire de longue durée. On a fait des recherches sur la peste noire pour identifier donc les réservoirs de rongeurs, qui sont pas seulement le rat, sur leur localisation. Il y a toute une géographie de la biodiversité qui essaye d'identifier et de comprendre finalement l'origine de ces maladies. D'autre part, depuis maintenant bientôt un demi-siècle, il y a vraiment un thème qui est celui des maladies émergentes et qui est aussi centré véritablement sur ce lien sur la manière dont l'homme habite son environnement et sur ce lien entre l'homme et l'animal. Alors après, pour autant, évidemment, on voit déjà beaucoup dire, beaucoup d'institutions, le Muséum national d'histoire naturelle, par exemple, dont je lisais tout à l'heure le manifeste de cette année, donc met en valeur comme une cause de la pandémie actuelle et sans doute dans l'avenir de la multiplication des maladies virales, met en cause les bouleversements dans le rapport entre l'homme et l'animal, le changement d'habitat de l'animal, le rapprochement de... Alors là, en revanche, en tout cas, ça n'est pas du domaine des historiens, en tout cas non spécialisés comme moi sur le domaine. Je ne saurais le qualifier. Simplement, peut-être que ça me semble un peu hâtif en conclusion, déjà d'être en mesure puisque précisément, de faire de la cause de l'épidémie de ce bouleversement de la biodiversité, puisque précisément, on voit que dans la longue durée, les pandémies, elles étaient là, et les changements de l'Anthropocène ne sont pas seuls peut-être en cause pour rendre compte de la viralité. Merci, je laisse juste la parole à Anne-Marie Moulin qui voulait compléter peut-être. Oui, je voulais dire qu'il y a un vrai problème, qui est qu'actuellement on dénonce beaucoup comme facteur de survenue des épidémies émergentes, le rapprochement de l'homme d'espèces inattendues ou un rapprochement inusité. Alors c'est vraiment une question sur laquelle on peut débattre très longtemps, y compris bien sûr avec des spécialistes, parce qu'en fait, par exemple, si on prend le choléra de Hambourg, la description de la ville avant l'épidémie de choléra
de 1892, je vous le rappelle, était que la ville était pleine d'animaux. Il y avait des porcheries un peu partout, dans le centre, dans les quartiers centraux. Il y avait des vaches parce que les gens voulaient avoir du lait, des poules, etc. Donc il y avait tout un zoo qui habitait avec les gens dans la ville. On se rappelle d'ailleurs des histoires à Moscou, il n'y a pas si longtemps que ça, où les gens élevaient des porcs chez eux. Je pense aussi aux volailles dans les cours en Égypte, etc. Donc l'idée que la proximité des animaux est un événement nouveau est assez discutable. Bien sûr, maintenant, il y a aussi l'histoire des animaux exotiques, de l'intensification en Chine, du marché des animaux rares, vivants, etc. Mais il y a aussi le fait que, par exemple, on a prouvé que le contact avec les singes au moment d'Ebola, des villageois, ne s'était pas particulièrement intensifié. Il y a aussi les phénomènes de la déforestation qui, effectivement, peuvent amener les défricheurs au contact avec des espèces inconnues. Je veux dire que c'est donc un problème très complexe sur lequel il est, à mon avis, impossible de résumer les choses en disant que c'est des contacts inusités, complètement inattendus avec des animaux qui expliquent aujourd'hui les émergences. Mais ça souligne simplement quelque chose que je pense tous mes collègues, avec lequel tous mes collègues sont d'accord, le fait qu'il faut une collaboration intense entre les vétérinaires, les médecins et les agronomes. Merci, c'est effectivement le concept du One Health qu'on abordera aussi ce soir à la table ronde. Juste une petite précision, depuis quand est-ce qu'on a une idée qu'il y a une telle proximité entre l'être humain et l'animal dans le passage des épidémies? À partir de quand est-ce qu'on s'en est rendu compte? J'imagine que c'était bien avant la découverte des bactéries ou des virus. Peut-être Vincent Barras, si vous avez des... Bon, c'est une question compliquée. Disons qu'on peut dire que c'est au 19e siècle qu'on commence à établir, au moment précisément où la théorie microbienne, qui est celle sur laquelle nous travaillons, enfin que nous adoptons encore aujourd'hui, à savoir que la maladie est transmise par un agent spécifique, un petit être vivant, le microbe, et que l'on s'aperçoit que ce microbe est quelque chose qui circule entre les humains et les animaux selon des cycles et des questions très complexes. Donc du point de vue, je dirais, scientifique, à proprement parler, c'est à partir de la fin du 19e siècle que l'on essaie de mettre en évidence, et c'est pas sans peine, l'histoire de la peste et des difficultés de mettre en évidence jusqu'à tout récemment. Certains chercheurs de Marseille devenus un peu connus ont contribué à cette avancée-là scientifique, à savoir le fait de comprendre qu'un microbe n'est pas isolé, que le microbe passe d'une espèce animale à une autre, à un humain, et réciproquement selon une complexité énorme, et effectivement qui ne date pas d'hier, et que c'est pas du tout aujourd'hui que ces questions ont lieu. Mais la théorie scientifique à ce sujet date vraiment de la fin du 19e siècle. Merci Anne-Marie Moulin, vous vouliez rajouter? Oui, à ce propos, de la proximité des animaux et des hommes, je voudrais rappeler qu'il y a toujours un foyer actif de peste dans le monde. Il est à Madagascar, et qu'à Madagascar, les épidémies récurrentes s'expliquent aisément par la pauvreté et la proximité, la très grande proximité en ville et surtout à la campagne des habitants et des rats. Dans la mesure où la présence des rats est quasiment insoluble dans ce contexte de pauvreté extrême, Madagascar représente régulièrement un foyer de peste tous les ans, qui pour le moment n'est pas du tout en passe de disparaître. On va prendre une dernière question du public, celle de Mélanie. Alors, elle se demande si les autres épidémies mondiales ou nationales avaient provoqué une telle psychose de la population, notamment le complotisme, ou si c'est propre à nos sociétés actuelles. Et je compléterai par une petite question complémentaire sur les vaccins. Est-ce que la défiance par rapport aux vaccins, historiquement, est-ce qu'elle existait déjà, cette défiance? Notamment, je parle du début de la vaccination. Est-ce que les personnes étaient craintives par rapport à ces injections, ou est-ce que cela aussi, c'est nouveau dans nos sociétés? Alors, je vais laisser la parole à Anne-Marie Moulin, peut-être, pour s'exprimer sur cette question. Pour la question du vaccin ou la question... Oui. Commencer par le complotisme, on en a déjà un petit peu parlé, Madame Rasmussen en a parlé un petit peu dans son intervention. Le complotisme, c'est évident que
toutes les épidémies ou presque ont entraîné des boucs émissaires, des phénomènes de boucs émissaires. On charge une catégorie donnée de la population, en général marginale et fragile, pour la désigner comme l'auteur d'un complot contre les citoyens. Et ça, alors évidemment, l'identification des boucs émissaires, elle change. C'est tantôt les pauvres, les fous, les migrants, évidemment les juifs, en particulier pendant les épidémies médiévales de peste. On a récemment prouvé dans un cimetière que les os des personnes qui étaient mortes en même temps désignaient probablement, rappelaient un massacre au moment de la peste en Andalousie. Donc c'est rien de nouveau. Quant au vaccin, c'est pareil. La défiance envers les vaccins, elle est dès le début. Dès le début, par exemple, avec la vaccine de Jenner, aux alentours de 1800, dès le début, il y a des défiances, et en particulier illustrées par l'idée que l'homme serait animalisé par le recours à la vaccine animale, avec cette représentation pittoresque du vacciné avec des cornes. Mais on peut dire que des mouvements de contestation, je dirais qu'ils sont à la fois inévitables. C'est normal qu'on se pose des questions quand on vous propose un vaccin, et en même temps, évidemment, ça survient dans des contextes politiques particulièrement tendus. On a eu des exemples avec l'arrêt de la vaccination contre la dengue aux Philippines, au cours d'une campagne de masse qui avait été peut-être organisée un peu vite, et où, de façon évidente, maintenant, les gens garderont un mauvais souvenir des questions qui se sont posées à propos d'accidents hémorragiques liés à la vaccination. Alors, juste avant de vous remercier, un dernier petit tour d'horizon en complétant encore un peu cette question. Qu'est-ce qui fait qu'en France, qui est quand même aussi le pays de Pasteur, on soit si farouchement anti-vax? J'imagine que c'est bien dans notre histoire qu'il faut aller chercher, même peut-être récente ou moins récente, la réponse à cette question. Mais simplement, rapidement, un petit tour d'horizon, de savoir pourquoi est-ce que vous imaginez que c'est la France qui est le premier pays anti-vax quasiment au monde? On commence par Vincent Barras. Voilà, qui va parler du point de vue de la Suisse, puisque je ne vais pas parler de la France, de la Suisse où je me retrouve semi-confiné maintenant, qui est mon pays. Et pour rassurer mes amis français, la Suisse aussi a un fort mouvement anti-vaccination qui est bien documenté. Plusieurs dizaines de pourcentages de personnes sont très méfiantes aujourd'hui même contre la vaccination. Et je passe passablement de temps sur les chaînes de télé ou de radio ou des médias en Suisse pour essayer de comprendre d'où cela vient. Donc il n'y a pas que la France, pays de Pasteur, où l'on résiste à la vaccination. Je peux déjà dire ça. Anne Rasmussen. Je vais peut-être laisser Anne-Marie Moulin répondre, experte en la matière. Je voudrais juste rajouter deux choses. C'est que, d'une part, sur la question précédente sur le complotisme, Anne-Marie a très justement parlé des boucs émissaires, et je pense qu'on peut ajouter les rumeurs. C'est-à-dire que vraiment, l'idée de cette floraison, de ce foisonnement de rumeurs liées à l'incertitude qu'évoquait aussi Anne-Marie dans son exposé liminaire, c'est que en situation d'incertitude, et là c'est vrai aujourd'hui, mais c'est vrai dans la durée, donc l'incertitude, la méconnaissance au départ des choses nouvelles ne crée pas des vides d'informations, mais au contraire, l'espace d'information est criblé de rumeurs, et donc ça n'est pas nouveau, mais en revanche, on peut penser évidemment que la caisse de résonance des médias, réseaux sociaux, etc., accélère le flux des rumeurs. Et sur l'antivaccination, simplement historiquement, la France n'est pas spécialement une terre vraiment porteuse du mouvement antivaccinal, qui est plutôt dans les pays anglo-saxons, donc en Grande-Bretagne, en Allemagne dans une autre mesure, etc. C'est pas forcément la France n'était pas peut-être, en tout cas, c'était pas très structuré. Alors sans doute les choses ont changé récemment, encore que je pense que ça demande quand même aussi des études plus amples, parce qu'on voit combien les choses peuvent être sujettes à évolution. C'est le changement dont je parlais au début, c'est-à-dire que il faut se garder quand même peut-être de jugements trop définitifs sur
sur la question de ce mouvement. Et je pense qu'il faut vraiment l'analyser comme multifactoriel. Je pense que c'est peut-être un piège parfois que nous renvoient les médias, que de renvoyer que le mouvement dit anti-vaccinal n'est pas forcément de manière homogène, exclusivement une opposition au vaccin. C'est peut-être plus compliqué que cela. Anne-Marie Moulin, le mot de la fin. Oui, je rejoins tout à fait Anne dans son examen nuancé. Je m'inscris complètement en faux contre le fait que, soi-disant, la France serait le leader et caracolerait en tête du peloton des antivax. Je pense qu'il y a en partie des artefacts liés à la façon dont les enquêtes par téléphone, assez hâtives, avec les gens qui acceptaient de parler, etc., ont été menées, qui ont abouti à montrer que la France était en tête de l'antivaccination, avec plus de 50% des gens qui auraient répondu non au fait à ce que la vaccination vous paraît efficace et sans danger. Et donc, avec une pareille question, on ne peut pas analyser en profondeur et en finesse la grande majorité des gens qui se situent entre les partisans résolus de la vaccination, quoi qu'il en coûte, et les opposants qui représenteraient un tout petit noyau. Et je pense que ça reflète l'attitude des Français, quelquefois, dans leurs propos, peut avant tout, au pays de Pasteur, refléter un amour déçu. Pendant des années, les gens ont cru en la vaccination, peut-être un phénomène de croyance plus que de science. Ils ont cru en une vaccination, en des vaccins qui seraient efficaces, sans inconvénients, et si possible assez proches de la gratuité. Tout cela a été évidemment mis en cause, et donc je pense que c'est une histoire d'amour déçu, et comme tous les amours déçus, quelque part, il peut y avoir un retour de flamme. Merci beaucoup à vous trois de nous avoir éclairés. Et il y a dans l'histoire quelque chose de toujours rassurant, de retrouver des perspectives en regardant derrière soi. Merci aussi aux internautes qui nous ont suivis. Et voilà, donc nous nous retrouvons tout à l'heure à 14h sur la thématique « Faire vivre ou laisser mourir », toujours en direct bien sûr sur le site du Forum européen de bioéthique.eu. À tout à l'heure.